En une seule nuit, deux certitudes apparemment inébranlables sur l'Afrique ont vacillé. Sous un ciel sans étoiles du Burkina Faso, un bourdonnement discret, ignoré par beaucoup mais suivi de près par Ibrahim Traoré, a mis à nu l'écart entre ce que les puissances pensaient contrôler et ce qui se tramait réellement. Comment un son aussi faible a-t-il pu échapper au radar du monde tout en annonçant une riposte capable de déplacer un rapport de force entier? C'est le moment précis où un pays jugé marginal a commencé à reconfigurer la partie. Ce récit promet de dévoiler comment un enchaînement de signaux faibles, longtemps négligés, a fini par devenir la clef d'une bascule géopolitique inattendue. Au cœur de cette progression se trouve un bénéfice crucial: comprendre comment une nation peut transformer la vulnérabilité en levier stratégique. Les premières alertes venues du ciel burkinabé n'étaient, pour beaucoup, que des anomalies passagères, mais elles dessinaient déjà les contours d'un rapport de force que personne n'avait anticipé. Si ces bourdonnements discrets étaient réellement le prélude à une intrusion structurée, alors le silence initial n'était pas anodin. Il marquait l'angle mort des puissances qui pensaient prévoir chaque mouvement. Cette histoire ne cherche pas à dramatiser, mais à éclairer ce qui se joue lorsqu'un pays que l'on croyait périphérique devient soudain un test grandeur nature des limites de la surveillance moderne. Et la question, presque invisible mais déterminante, demeure suspendue: que révèle réellement une menace que personne n'avait voulu regarder directement? Les premiers relevés nocturnes ont montré une anomalie répétée. Un même motif aérien revenait chaque nuit, suivant une trajectoire presque identique. Cette régularité, d'abord perçue comme un simple hasard technique, s'est révélée être le premier maillon d'une chaîne de surveillance bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. À partir de là, tout s'est enchaîné selon une logique implacable. Un signal discret a entraîné une suspicion. Puis cette suspicion a conduit à l'analyse systématique de secteurs jugés sensibles, qui elle-même a ouvert la voie à la découverte d'une manœuvre invisible. Dans ce déroulement continu, Ibrahim Traoré a joué un rôle décisif en repérant plutôt que d'autres la cohérence des phénomènes, notamment autour des frontières et des zones minières récemment dénationalisées. Rien, dans ces premières observations, ne semblait spectaculaire. Pourtant, chaque élément placé au bon endroit devenait un indicateur précoce d'une pression extérieure en train de s'installer. La tension sur le Burkina Faso s'est alors intensifiée lentement, presque imperceptiblement, comme si la région du Sahel glissait vers une nouvelle configuration géopolitique. Les manœuvres militaires étrangères, les vols répétés au-dessus de points stratégiques et l'apparition d'ombres mécaniques silencieuses formaient désormais un ensemble trop cohérent pour être ignoré. Ce qui paraissait une perturbation passagère devenait progressivement un avertissement. Les anciens soldats reconnaissaient dans cette accumulation de signaux faibles le prélude typique d'une opération extérieure. Et si le gouvernement restait focalisé sur ces urgences internes, certains officiers comprenaient déjà que les drones n'étaient pas là pour un simple relevé technique. Dans ce contexte, la position du Burkina Faso apparaissait paradoxale. Un pays sous-équipé, souvent négligé par les grandes puissances, mais soudain placé au cœur d'une confrontation silencieuse. L'idée même qu'une nation jugée fragile puisse devenir la cible d'une surveillance sophistiquée révélait un renversement profond du regard mondial. Et c'est précisément ce décalage entre ce qui était visible et ce qui était réellement en cours qui a ouvert la suite de l'histoire. Parmi les premiers à comprendre que quelque chose échappait au regard public se trouvaient plusieurs officiers techniques habitués aux anomalies de terrain et aux variations imperceptibles dans le ciel du Sahel. L'un d'eux, chargé depuis des années de la surveillance des zones minières, avait remarqué que certains secteurs recevaient une concentration inhabituelle de signaux aériens silencieux.
Il décrivait ces observations comme des ombres glissantes, capables de contourner les radars vieillissants tout en maintenant une présence régulière au-dessus des points stratégiques. Un second témoignage provenait d'un opérateur radar qui, durant une nuit particulièrement calme, avait détecté un motif identique à celui relevé la veille. Il savait que ces instruments n'étaient pas précis, mais la répétition était trop nette pour être écartée. Lorsque ces deux récits furent comparés, la coïncidence devint un premier indice solide. Quelqu'un observait avec méthode des zones qui n'auraient jamais dû attirer l'attention étrangère. Ces signaux, isolément insignifiants, formaient ensemble une trajectoire logique. Chaque apparition nocturne renforçait l'idée que le calme apparent autour du Burkina Faso masquait une pression lente mais continue. Les unités locales, bien qu'équipées de systèmes modestes, commencèrent alors à cartographier les fréquences et les angles de passage, cherchant à comprendre pourquoi des drones étrangers, s'il s'agissait bien de cela, évoluaient avec une telle précision. L'impact, bien qu'encore invisible pour la population, se manifestait déjà. Les équipes de terrain devenaient plus attentives, les postes avancés multipliaient les vérifications et les premières hypothèses sérieuses circulaient dans les couloirs du commandement. Toute la question restait suspendue à un point simple. Que cherchait-on vraiment à surveiller ici? Tout a changé le jour où les relevés nocturnes ont cessé d'être de simples anomalies pour devenir une séquence cohérente. Ce qui la veille encore semblait n'être qu'un bruit aérien sans importance devint soudain le point de départ d'une bascule stratégique. Avant, le ciel burkinabé était un espace presque ignoré. Après, il devint le théâtre d'une confrontation invisible dont les premiers signes n'avaient été perçus que par une poignée d'observateurs attentifs. Ibrahim Traoré entra alors dans une phase d'analyse intensive. Il ne s'agissait plus de comprendre si quelque chose se déroulait, mais comment et pourquoi. Chaque fragment de rapport, chaque trajectoire enregistrée, chaque signal frêle était disséqué. La répétition des motifs nocturnes confirma une intention claire. Une surveillance méthodique opérait au-dessus des zones minières dénationalisées, des frontières sensibles et de plusieurs points militaires. Ces lieux n'avaient rien de trivial et leur ciblage répétitif donnait à l'ensemble une cohérence troublante. Vint ensuite l'étape de confrontation interne. Les équipes techniques, d'abord sceptiques, se rangèrent progressivement du côté des analystes qui voyaient dans ces schémas la signature d'une opération extérieure. Le gouvernement, absorbé par des urgences internes, hésitait encore à qualifier la menace. Mais les relevés radars, même réalisés avec un matériel obsolète, montraient des motifs trop précis pour être ignorés. Les trajectoires se croisaient, les horaires revenaient, les angles d'approche variaient à peine. Quelque chose ou quelqu'un opérait avec une précision chirurgicale. Les premières mesures de terrain furent lancées en silence. Des volontaires furent envoyés autour des postes voire frontaliers pour observer le ciel. Les radars furent recalibrés autant que possible. Les relevés manuels devinrent systématiques. Chaque nuit apportait une nouvelle couche d'indices, ajoutée aux précédentes pour construire une carte en expansion de cette présence étrangère. Les équipes s'habituaient à reconnaître les motifs, comme on reconnaît une signature familière. Les drones, si c'était bien eux, évitaient soigneusement les zones de détection, contournant chaque ligne de radar avec une exactitude qui révélait leur sophistication. Puis arriva le moment où la pression devint trop forte pour rester théorique. Les passages se rapprochaient des sites stratégiques. Les vols devenaient plus insistants, les croisements plus fréquents, les intervalles plus réguliers. La tolérance s'érodait. Il ne s'agissait plus d'un phénomène passif. C'était une intrusion en cours. Ibrahim Traoré convoqua alors ses conseillers les plus proches, pas pour une réunion ordinaire, mais pour une préparation stratégique de long terme. Écouter le bourdonnement était devenu une étape de commandement.
Le silence n'était plus un simple calme, mais un signal codé. Les informations fragmentées convergèrent vers une conclusion inévitable. Une surveillance étrangère était en place, menée de manière discrète mais résolue. Et si rien n'était fait, cette pression deviendrait demain un levier d'influence ou un instrument de domination. La décision se prit sans éclat, pas de déclaration, pas de mouvement spectaculaire, seulement une orientation nouvelle, préparer la réponse. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une cible facile, venait de transformer un ciel menaçant en un champ d'analyse stratégique. Le calme apparent ne trompait plus. La séquence était lancée, et chaque nouvelle nuit rapprochait le pays de l'instant où il faudrait passer de l'observation à l'action. Les premières analyses comparatives révélèrent un basculement net entre les relevés initiaux presque vides et ceux des semaines suivantes. Le nombre d'observations nocturnes avait augmenté de manière continue, transformant une simple curiosité technique en schéma opératoire répétitif. Cette évolution, bien que mesurée sur des équipements anciens, dessinait une pente claire qui ne pouvait plus être ignorée. Un premier chiffre apparut dans les rapports internes. Les trajectoires revenaient chaque nuit à des intervalles presque identiques. Cette régularité indiquait une planification méthodique visant à tester la réactivité locale. Un second élément quantifiable fit surface. Certains passages contournaient systématiquement les rares, en suivant des angles précis, relevés manuellement par les équipes de terrain. Ces angles constants signalaient une connaissance avancée des failles du système burkinabé. Enfin, une troisième donnée frappa les analystes. Les trajectoires se croisaient régulièrement au-dessus de zones sensibles, confirmant que ces lieux étaient au centre de l'opération. Ce croisement fréquent impliquait une coordination fine entre plusieurs unités de surveillance inconnues. À partir de ces trois repères, les équipes consolidèrent une chronologie détaillée. Chaque passage nocturne renforçait la cohérence de l'ensemble. Les motifs revenaient, les intervalles se répétaient, les routes s'emboîtaient. Les opérateurs savaient désormais reconnaître un survol anormal simplement en observant la direction d'arrivée et la vitesse apparente. Les relevés papier, alignés semaine après semaine, formaient une mosaïque croissante de trajectoires qui ne laissait plus place au doute. Le travail de terrain, malgré la modestie des moyens, prit une dimension décisive. Les équipes frontalières consignaient chaque signal inhabituel. Les opérateurs radars, même équipés d'appareils obsolètes, parvenaient à isoler des fréquences récurrentes. Les techniciens notaient manuellement les variations minimes dans les angles nocturnes. Cette accumulation de détails formait d'un corpus solide, un bloc d'indices convergents qui révélait une stratégie extérieure déjà avancée. Les zones minières, récemment dénationalisées, se retrouvèrent au centre des relevés. Leur exposition soudaine à des survols précis souleva des interrogations immédiates. Pourquoi ces lieux et pourquoi maintenant? Les analystes comprirent rapidement que ces sites représentaient des points d'intérêt majeurs pour des puissances extérieures habituées à opérer discrètement dans la région. La répétition des signaux confirmait l'existence d'une surveillance orientée, ciblée, volontaire. Les frontières sensibles, elles aussi, devinrent des zones de concentration d'anomalies. Les relevés indiquaient des passages répétés, souvent à proximité des lignes les plus difficiles à contrôler. Les trajets nocturnes semblaient découper la carte du Burkina Faso en plusieurs couloirs prioritaires, chacun correspondant à un objectif potentiel. L'impression générale était limpide. L'intrusion n'était pas spontanée, elle était organisée. Quand les cartes furent finalement consolidées, la vision devint brutale. Une géométrie invisible, patiemment construite, s'étendait au-dessus du pays. Les routes s'entrecroisaient comme un réseau calculé. Les intervalles formaient une grille presque régulière.
Les zones sensibles étaient systématiquement encerclées. Le Burkina Faso n'était plus seulement observé, il était cartographié. Cette conclusion ne relevait plus de l'hypothèse. Les données, même récoltées avec des outils fragiles, formaient une preuve solide. L'intrusion existait, elle était structurée, elle avançait. Le premier argument avancé par les observateurs étrangers reposait sur une logique apparemment irréfutable. Un pays aux moyens techniques limités ne pouvait matériellement pas faire face à une surveillance moderne. Selon eux, les radars burkinabés, vieillissants et imprécis, ne permettaient qu'une lecture fragmentée du ciel. Même avec une vigilance accrue, affirmait-il, un État doté d'un budget militaire modeste ne pouvait espérer détecter, encore moins contrer, des drones conçus avec des technologies de pointe. Les puissances étrangères considéraient donc l'hypothèse même d'une riposte comme hautement improbable, presque théorique, tant l'écart technologique semblait insurmontable. Un second argument étranger allait dans le même sens, les motivations stratégiques. De nombreux analystes soutenaient que le Burkina Faso n'avait pas l'importance géopolitique suffisante pour justifier une opération d'observation structurée. À leurs yeux, les zones minières du pays ne représentaient qu'un intérêt marginal pour les grandes puissances, lesquelles disposaient déjà d'informations abondantes sur la région. Selon cette vision, il était plus plausible que les signaux détectés soient des interférences météorologiques, des anomalies isolées ou des mouvements commerciaux ordinaires. L'idée d'une surveillance organisée était perçue comme une surinterprétation locale, alimentée par un contexte tendu dans le Sahel. Mais la réponse intérieure, elle, s'appuyait sur des données concrètes issues du terrain. Les trajectoires nocturnes, relevées nuit après nuit, suivaient des schémas trop précis pour être accidentels. Les passages contournaient systématiquement les zones de détection traditionnelles, révélant une connaissance approfondie des faiblesses du système burkinabé. Les croisements répétés au-dessus des sites stratégiques dénationalisés confirmaient une intention ciblée, et le rapprochement progressif des survols vers les frontières sensibles démontrait une pression croissante, incompatible avec l'hypothèse d'une activité commerciale banale. Ainsi, même si les deux thèses méritaient d'être entendues, la cohérence des données locales finissait par l'emporter. Le Burkina Faso n'était pas face à une illusion technique, mais bien à une intrusion organisée dont les signes s'accumulaient méthodiquement. À partir du moment où les relevés nocturnes révélèrent une synchronisation parfaite entre plusieurs trajectoires, le doute céda la place à une certitude, une présence étrangère opérait au-dessus du Burkina Faso avec une précision calculée. Ce n'était plus un simple enchaînement d'anomalies, mais un dispositif cohérent, capable d'ajuster ses angles, de moduler ses routes et d'éviter chaque zone de détection avec une habileté remarquable. Ibrahim Traoré comprit alors que l'heure n'était plus à l'observation prudente. Le calme et l'apparent devenaient un piège, car les passages se rapprochaient des secteurs les plus sensibles. La cartographie élaborée par les équipes montrait un réseau invisible qui semblait s'étendre chaque semaine, consolidant l'idée que le pays était testé, mesuré, sondé. Les survols nocturnes, autrefois dispersés, formaient désormais un ensemble structuré qui révélait la logique d'un opérateur extérieur connaissant parfaitement les failles locales. Cette prise de conscience marqua un pivot. Pour la première fois, l'ensemble des indices convergea vers une conclusion unique. L'intrusion n'était pas accidentelle, elle suivait un plan. Et si ce plan avançait sans résistance, alors la souveraineté du Burkina Faso deviendrait demain un simple paramètre entre les mains d'acteurs invisibles. Le midpoint était atteint, l'observation devait céder la place à la préparation. Les révélations accumulées au fil des semaines provoquèrent un basculement progressif à l'intérieur même des structures décisionnelles du Burkina Faso.
L'exposition de ces trajectoires synchronisées força les autorités à revoir leur lecture de la situation. Et au centre de cette recomposition se trouvait le constat devenu incontournable. Le pays n'était pas simplement observé, mais visé. Cette prise de conscience déclencha une réorganisation silencieuse dont l'impact s'étendit bien au-delà du cadre militaire. Les responsables politiques comprirent qu'une menace silencieuse pouvait devenir demain un levier d'ingérence. Les unités de défense furent ainsi recentrées sur les zones sensibles, même avec des moyens limités. Les équipes techniques consolidèrent une chaîne d'observation capable de fonctionner sans matériel sophistiqué, misant sur la redondance plutôt que sur la puissance brute. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État adopta une posture plus vigilante, transformant chaque signal nocturne en indicateur stratégique. Les entreprises opérant autour des sites récemment dénationalisés ressentirent immédiatement l'effet des survols répétés. La multiplication des signaux aériens fit émerger la crainte d'une pression extérieure cherchant à tester la vulnérabilité économique du pays. Les équipes sur le terrain renforcèrent leurs procédures internes, tentant d'adapter leur routine à cette présence invisible. Les trajectoires croisées au-dessus de certains gisements nourrirent l'idée que ces lieux constituaient des cibles prioritaires dans un schéma de surveillance structuré. Les habitants des zones rurales, exposés les premiers au bourdonnement nocturne, développèrent un sentiment diffus d'inquiétude. Les anciens soldats, reconnaissant les schémas aériens, contribuèrent à diffuser l'idée qu'une opération extérieure se préparait. Les discussions locales se mirent à tourner autour du ciel, perçu non plus comme un simple décor, mais comme un espace contesté. Cette tension perceptible renforça la cohésion communautaire, chaque village cherchant à comprendre ce qui se jouait réellement au-dessus de ses terres. Les signes de surveillance dans le Burkina Faso alertèrent les pays voisins qui y virent le symptôme d'une recomposition plus large dans le Sahel. Les manœuvres aériennes répétées autour des frontières sensibles firent émerger la crainte d'un phénomène dépassant le cadre national. La région comprit que si le Burkina Faso était testé, alors d'autres nations pourraient bientôt faire face aux mêmes pressions invisibles. Dans cette perspective, l'action d'Ibrahim Traoré fut perçue comme un signal politique fort, invitant le continent à reconsidérer sa manière d'aborder les intrusions étrangères. Ainsi, les répercussions ne se limitaient pas à une simple intrusion technique. Elles redessinaient l'équilibre entre perception, souveraineté et capacité d'anticipation. Et la question inquiète, suspendue dans l'air du Sahel, demeurait entière. Jusqu'où cette présence invisible comptait-elle aller? Les les données accumulées autour des trajectoires nocturnes, combinées aux zones ciblées et à la progression lente de l'intrusion, ouvrirent trois horizons possibles pour les mois à venir. Chacun révélait un degré différent de pression extérieure et de capacité de réponse interne, mais tous partaient du même constat. Le ciel burkinabé était devenu un espace contesté. Ce qui se déroulerait ensuite dépendrait autant de la dynamique régionale que de la manière dont le pays transformerait désormais ces informations en levier d'action. Dans cette hypothèse, les survols resteraient présents mais ne progresseraient pas vers des formes plus offensives. Les trajectoires continueraient de suivre des schémas réguliers, cherchant davantage à mesurer qu'à agir. Les unités locales poursuivraient leur travail méthodique, consolidant la carte des signaux et améliorant la capacité de réaction malgré des moyens limités. La situation demeurerait tendue mais prévisible, comme un test prolongé dont les contours seraient mieux compris au fil des semaines. Ce scénario verrait une décroissance progressive des survols nocturnes. Les puissances extérieures, constatant la tension accrue portée aux anomalies aériennes, pourraient choisir de réduire leur présence pour éviter une escalade régionale. Les zones de sensibles, moins ciblées,
offrirait un répit technique permettant d'améliorer les capacités d'observation locale. Cette diminution n'effacerait pas les inquiétudes, mais ouvrirait une fenêtre pour renforcer les défenses avant tout nouvel épisode. La dynamique inverse serait marquée par des trajectoires plus fréquentes, plus audacieuses et plus proches des installations stratégiques. Les passages nocturnes pourraient s'étendre à de nouveaux secteurs, révélant une volonté de sonder davantage les points faibles du pays. Les frontières sensibles, déjà sous pression, deviendraient des lignes critiques où chaque anomalie exigerait une réaction rapide. Dans ce cas, la région entière serait confrontée à un risque d'escalade silencieuse mais profonde. Ces trois scénarios ne constituent pas des certitudes, mais des cadres mentaux permettant de lire les mois à venir avec davantage de lucidité. L'enjeu n'est pas de prédire lequel l'emportera, mais de comprendre que la souveraineté moderne se joue souvent dans les zones grises où les signaux faibles précèdent toujours les grandes ruptures. Les événements qui ont traversé le ciel burkinabé ne relèvent pas uniquement d'une dynamique militaire ou stratégique. Ils touchent profondément la manière dont chaque individu perçoit la sécurité, la souveraineté et la capacité de résilience d'un pays souvent considéré en marge des grandes puissances. L'histoire révélée par les trajectoires nocturnes interroge donc trois cercles essentiels, dont les préoccupations se rejoignent autant qu'elles se distinguent. Pour ce premier groupe, la question centrale n'est pas la technologie utilisée, mais ce qu'elle signifie. Voir des survols répétés au-dessus des zones sensibles rappelle que même un espace calme peut devenir un champ de pression invisible. Cette prise de conscience pousse à réfléchir à la fragilité potentielle des frontières modernes. Elle rappelle aussi que la vigilance n'est jamais un luxe, mais une nécessité. Ces personnes analysent davantage la situation dans le contexte plus large du Sahel. Elle voit dans ces survols un symptôme d'un changement lent mais profond dans la manière dont les puissances extérieures interagissent avec la région. Les trajectoires croisées et les motifs répétés deviennent alors des signaux précurseurs plutôt que des incidents isolés. Ce groupe comprend que la stabilité régionale se construit souvent à partir d'alertes discrètes. Pour eux, les bourdonnements nocturnes et les ombres furtives ont une signification immédiate. Ils rappellent que la sécurité locale dépend autant de la compréhension des phénomènes que des outils disponibles. Ces habitants voient leur ciel devenir un espace observé, parfois menaçant, souvent incompris. Et cette sensation les pousse à s'interroger sur ce qui se joue en silence au-dessus de leur terre. À travers ces trois regards, une même idée demeure. Comprendre ce que l'on voit moins bien aide toujours à naviguer ce qui pourrait venir. Face à une présence aérienne invisible mais structurée, le Burkina Faso devait élaborer une réponse organisée, progressive et mesurable. Les, les signaux accumulés, combinés aux zones ciblées, imposaient une stratégie capable de transformer l'observation en action et l'incertitude en cadre opérationnel. Dans cette optique, plusieurs étapes devinrent essentielles pour consolider la souveraineté technique et politique du pays. Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de chaque détail, orienta cette démarche vers un modèle fondé sur la cohérence plutôt que sur la puissance brute. Les équipes locales devaient poursuivre la compilation systématique des trajectoires nocturnes. Chaque motif, chaque retour d'angle, chaque croisement devenait un élément de la carte. Le succès se mesurait à la capacité de prédire les passages récurrents. Il s'agissait d'optimiser les radars, même obsolètes, par des recalibrages constants. Les opérateurs devaient harmoniser leurs relevés et réduire les écarts entre observations. La progression se mesurait à la fiabilité croissante des détections manuelles. Les postes avancés, notamment aux frontières sensibles, multipliaient les observations visuelles. Chaque anomalie devait être consignée et transmise à une cellule centrale.
L'efficacité se mesurait au temps de réaction entre signalement et vérification. Les secteurs miniers et les sites militaires exigeaient une attention renforcée. Les équipes concentraient leurs relevés sur ces points pour comprendre leur importance réelle. La justesse de l'analyse se mesurait à la précision des prévisions. Ainsi, la réponse ne reposait pas sur la force, mais sur la structure. Un pays qui observe bien devient un pays qui agit juste. Dans le silence prolongé des nuits burkinabées, les ombres glissantes, qui avaient d'abord intrigué quelques observateurs, devinrent le symbole d'un basculement bien plus profond. Ce qui n'était qu'un frémissement nocturne, à peine perceptible, avait fini par révéler l'ampleur d'une pression extérieure que personne ne voulait voir. Et pourtant, c'est précisément à partir de ces traces fragiles que le pays avait appris à lire son propre ciel différemment. Ibrahim Traoré, qui avait été parmi les premiers à saisir la cohérence de ces signaux invisibles, voyait dans cette victoire silencieuse la preuve que même une nation dotée de moyens modestes peut réécrire sa trajectoire lorsqu'elle refuse d'ignorer les détails. Le chemin parcouru depuis les premiers bourdonnements discrets jusqu'à la neutralisation décisive montrait que la résilience commence souvent par une capacité rare, celle de ne pas détourner le regard lorsque tout semble encore flou. Chaque relevé manuel, chaque angle noté, chaque passage répété formait désormais la mémoire d'un pays qui avait appris à se défendre par l'attention avant de le faire par l'action. Les nuits sans étoiles n'étaient pas plus les mêmes. Elles portaient l'empreinte d'un choix, d'une vigilance devenue souveraineté. Et derrière elles, une leçon simple persistait. La souveraineté naît toujours d'un regard qui persiste. Les événements survenus dans le ciel burkinabé ne laissent derrière eux ni triomphalisme ni certitude, mais une interrogation profonde sur ce que signifie protéger un espace qui semblait autrefois immuable. Il rappelle qu'un pays, même discret, peut devenir le point de départ d'une réflexion collective sur la vulnérabilité, la résistance et la manière dont les petites nations redessinent parfois les frontières de l'attention mondiale. Chaque trajectoire nocturne, chaque signal faible, chaque silence chargé de tension a ouvert une brèche dans notre manière de comprendre le monde. Ce récit, au-delà de la géopolitique, invite chacun à regarder différemment les zones que l'on croyait acquises. Les histoires de souveraineté ne sont jamais abstraites. Elles commencent souvent dans des marges invisibles que l'on apprend un jour à ne plus ignorer. Et si ce qui s'est joué là-bas nous concerne tous, c'est parce qu'il révèle à quel point les équilibres reposent parfois sur ce que l'on ne voit presque pas. Pour poursuivre cette réflexion, partager votre point de vue enrichit toujours le débat. Alors, dites-moi, quelle place accordez-vous vous-même à ces signaux que l'on perçoit à peine,